Il y a 100 ans, au tournant des années 1919-1920, le Parti ouvrier social-démocrate d'Autriche engageait, à la tête de la municipalité de Vienne, une série de réformes sociales qui allaient être connues sous le nom de Vienne la Rouge et qui sont souvent présentées de façon élogieuse par les partis réformistes de tous bords. Il y a là une supercherie, parce que si cette politique contribua à améliorer la situation matérielle des travailleurs pendant une décennie, le même parti qui l'a mis en œuvre fit tout, entre 1918 et 1934, pour éradiquer toute possibilité révolutionnaire et désarmer politiquement la classe ouvrière. Cela conduisit à la catastrophe de février 1934. Il faut aussi préciser que l'expression française « Vienne la Rouge » a une connotation qu'elle n'a pas en allemand. Cela fait en effet très longtemps qu'en Autriche, l'adjectif rouge est utilisé comme un simple synonyme de social-démocrate, chaque parti étant communément désigné par une couleur. On pourrait donc tout aussi bien traduire par la Vienne social-démocrate, ce qui fait nettement moins radical. C'est sur cette histoire trop souvent occultée que nous voulons revenir aujourd'hui. En novembre 1918, l'empire vermoulu des Habsbourg, qui avait duré pas moins de 600 ans, s'était effondré, et les différentes nationalités opprimées avaient pris leur indépendance. Dans tout le pays, la situation était catastrophique. 1,5 million de soldats avaient été tués, et 4 millions étaient blessés. En partie décomposé, l'appareil d'État était paralysé. La République avait été proclamée, mais c'est bien la révolution sociale qui était à l'ordre du jour, comme en Allemagne et dans d'autres pays. Toute l'année 1918 avait été marquée par une montée de la mobilisation des masses. Une grève générale avait éclaté en janvier 1918, impliquant 750 000 travailleurs dans tout l'Empire, et un premier conseil ouvrier était apparu à Wiener Neustadt, une ville industrielle au sud de la capitale. En février avait eu lieu une révolte des marins à Cattaro, un port militaire sur l'Adriatique. En juillet, une autre vague de grève avait particulièrement touché Vienne. Dans ce contexte, le Parti social-démocrate, dont la direction s'était rangée derrière la monarchie et avait approuvé la guerre en 1914, avait commencé, pour ne pas perdre son influence, à prendre ses distances à partir de 1916, lorsque le mécontentement commença à se faire sentir. Mais il utilisa son poids considérable pour sauver l'ordre bourgeois. Voici comment Otto Bauer, un des principaux dirigeants du parti, assuma par la suite cette politique en évoquant la chute des Habsbourg en novembre 1918. Dans ces journées où toutes les autorités surannées s'écroulaient, celle de la social-démocratie était plus forte que jamais. C'était elle, et elle seule, qui pouvait encore discipliner ces foules de prolétaires armés qui se rassemblaient dans les casernes, les mettre sous sa direction, les remplir de son idéologie et les empêcher, par là même, de faire abus de leurs armes. Le Parti social-démocrate prit ainsi la tête d'un gouvernement de coalition avec la droite réactionnaire. Un certain nombre de réformes sociales furent certes réalisées. Congés payés, réduction du temps de travail, assurance maladie, droit de vote des femmes, interdiction du travail des enfants, abolition de la peine de mort, etc. Comme souvent dans une telle situation, la bourgeoisie, de peur de tout perdre, accepta d'accorder ce qu'elle refusait depuis des décennies. Mais en même temps, le gouvernement réprima toute expression de la combativité des masses. En février 1919, à Graz, puis en avril et en juin à Vienne, la police tira sur des manifestants communistes. La garde rouge, issue des conseils de soldats, fut désarmée. Les conseils ouvriers furent institutionnalisés et transformés en un gigantesque appareil bureaucratique. Au printemps 1919, les soviets hongrois, aux prises avec l'ingression des armées impérialistes, demandèrent de l'aide. Les sociodémocrates autrichiens au pouvoir refusèrent, au nom de la neutralité, de les aider, non seulement militairement, mais même en leur fournissant des vivres. Seul le petit parti communiste envoya des brigades combattre aux côtés des prolétaires hongrois. Sous la pression des travailleurs, le Parti social-démocrate organisa finalement une journée de grève de solidarité 4 jours avant l'écrasement de la révolution à Budapest. En octobre 1920, la situation s'étant stabilisée pour les possédants et le Parti social-démocrate ayant reculé lors des élections générales, il quitta le gouvernement et se replia sur Vienne, où il avait remporté la majorité absolue lors des premières élections municipales de mai 1919. Il prit ainsi la direction de l'administration de la capitale. Il y est d'ailleurs resté jusqu'à aujourd'hui, un siècle plus tard, à l'exception bien sûr de la période de dictature entre 1934 et 1945.
Avant-guerre, la situation pour les classes populaires était déjà catastrophique. Vienne était passée de 680 000 habitants en 1858, au moment où on entama la démolition des anciennes fortifications, à 2,1 millions en 1911. Mais si pendant la seconde partie du XIXe siècle, la ville s'était embellie, dotée de palais et de boulevards de prestige, le logement populaire avait été laissé à l'abandon. Le recensement de 1917 avait ainsi révélé que 73% du parc immobilier de la capitale se composait de logements minuscules, dans lesquels régnaient des conditions de surpeuplement et d'insalubrité indescriptibles. De nombreuses familles vivaient dans des appartements d'une seule pièce, avec WC et eau courante sur le palier. Après-guerre, cette situation s'était encore aggravée. La capitale était en proie à la misère et à la faim. Une partie de la population ouvrière vivait dans des lotissements constitués de baraques illégales, situés dans les arrondissements périphériques de la ville ou dans des wagons abandonnés. Elle mourait de froid en hiver et la tuberculose faisait des ravages. Le nombre de réfugiés, de soldats démobilisés sans travail, d'infirmes, de prostituées était considérable. Tout en ne s'attaquant pas au pouvoir de la bourgeoisie, le Parti social-démocrate engagea alors, comme il l'avait fait au niveau fédéral, un programme de réforme sociale. Cela concerna en premier lieu le logement. Et si cela fut certes spectaculaire, la création de nombreux logements sociaux bon marché permit aussi à la bourgeoisie de contenir les salaires ouvriers. Concrètement, un contrôle des loyers fut instauré, ce qui permit de les modérer. Et surtout, la municipalité fit construire, en l'espace d'une dizaine d'années, plus de 64 000 logements sociaux de qualité et bon marché, la plupart dans des immeubles, une petite partie dans des cités pavillonnaires. Virent ainsi le jour d'imposantes cités populaires, comportant des jardins agrémentés de statues, dotés d'espaces de repos pour les parents et d'aires de jeu pour les enfants. La plupart portaient le nom de grandes figures du mouvement ouvrier. Citons la cité Engels, la cité Lassalle, la cité Bebel, la cité Liebknecht. Il y avait aussi le Sonnleiten, dans l'arrondissement ouvrier d'Ottakring, et bien d'autres. Inauguré en 1930, le Karl-Marx-Hof, la cité Karl-Marx, fut le fleuron de ces réalisations. Il s'agit d'une immense cité-jardin de 1,2 km de long, comprenant 1382 logements et regroupant 5000 habitants. Si les appartements n'étaient pas très grands, ils étaient tous aérés et confortables, avec chauffage, eau courante et sanitaires intérieurs, ce qui était totalement nouveau pour l'époque. Par ailleurs, la cité fut dotée d'équipements collectifs, crèches, terrains de sport, espaces verts, dispensaires, petits commerces de proximité, cafés et bibliothèques, salles de réunion, buanderies et bains-douches. En 1934, un Viennois sur 10 vivait ainsi dans un logement social. Quant aux loyers, ils étaient extrêmement modérés, représentant environ 5% du salaire mensuel d'un ouvrier qualifié, contre 20 à 25% avant 1914. C'était la première fois qu'on construisait aussi massivement pour loger les couches populaires. La première condition du programme de construction municipale fut l'acquisition de réserves foncières. Le gel des loyers, mais aussi un impôt sur la plus-value, réalisé lors de la vente d'un bien immobilier, permirent de limiter la spéculation foncière. La ville put ainsi acquérir à bas prix de nombreux terrains dont les propriétaires se débarrassaient parce que les perspectives de rentabilisation n'étaient plus assez intéressantes. La seconde condition était de disposer des moyens pour financer la construction. Cela eut lieu non pas en ayant recours à l'emprunt, en enrichissant au passage les banques, mais en développant une politique fiscale nouvelle. Vienne ayant accédé à l'autonomie administrative en 1922, les fonds nécessaires provinrent d'une série d'impôts et de taxes institués à partir de 1923 et qui touchaient les classes aisées. Impôts sur les ménages employant des domestiques, taxes sur les produits de luxe, automobiles, caviar, champagne, antiquités, etc. Le plus important fut l'instauration d'une taxe d'habitation très progressive, frappant essentiellement les immeubles de standing et dont le produit devait exclusivement servir à la construction de nouveaux logements sociaux. Aujourd'hui encore, on peut voir cette inscription sur de nombreux immeubles viennois, érigés par la ville de Vienne au moyen de la taxe d'habitation. Ce n'était pas une révolution, c'était une sorte d'impôt sur la fortune, comme la France bourgeoise en a connu à partir de 1989 par exemple. Et ces rentrées financières conséquentes permirent d'accélérer le programme de construction, du moins jusqu'à la crise économique de 1929, lorsque les revenus des impôts commencèrent à diminuer. Cette politique s'étendit
à bien d'autres aspects de la vie sociale. On dépoussiéra les programmes de l'école publique qui dataient de l'époque impériale. Le conseil municipal de Vienne modernisa les services funéraires, l'approvisionnement en eau et les casernes de pompiers. Dès 1921-1922, soit plus de 90 ans avant la mise en place du dézonage dans les transports parisiens, on créa une tarification sociale et unifiée, c'est-à-dire indépendante de la distance parcourue, permettant à de nombreux travailleurs d'utiliser les transports en commun, alors que tout le monde allait jusqu'alors à son travail à pied, ou en mieux, à vélo. En 1925, le réseau de la Stadtbahn, l'équivalent du RER, qui était à vapeur, fut électrifié et relié au réseau de tramway. Un an plus tard, il transportait déjà 2 fois plus de passagers qu'avant-guerre. Dans le domaine de la santé publique, on construisit des dispensaires et on renforça la prévention. En 1925 fut ainsi inauguré, à l'initiative du conseiller municipal Julius Stadler, le premier centre de soins et de prévoyance pour enfants et adolescents. C'était la première institution de ce type à l'échelle du monde. Jusqu'en 1934, quelques 63 000 enfants y furent pris en charge. Celui qui construit des palais pour les enfants démolit des murs de prison, expliquait Julius Stadler. Il mit aussi en place des centres de consultation destinés aux couples et aux mères et des sanatoriums pour lutter contre la tuberculose. Une des conséquences concrètes de cette politique fut qu'en l'espace de 10 ans, la mortalité infantile diminua de moitié. On créa aussi 80 jardins d'enfants et on construisit 25 piscines municipales, dont la Marienbad dans l'arrondissement populaire de Favoriten. Un complexe aquatique révolutionnaire pour l'époque d'une capacité d'accueil de 1300 personnes avec une splendide piscine intérieure et des douches. Pour beaucoup de travailleurs, tout cela représentait une amélioration significative de leurs conditions de vie. Et ce ne fut pas pour rien dans le poids considérable que le Parti social-démocrate conserva à Vienne. On peut dire qu'il s'agissait d'une politique de réforme conséquente. Mais l'exploitation subsistait dans les usines et ces mesures étaient limitées à l'échelle de la seule capitale, car la situation était tout autre dans le reste du pays, et en particulier dans les campagnes restées pauvres, où les forces réactionnaires et l'Église avaient gardé toute leur influence. Et surtout, c'était un îlot, dans un monde capitaliste malade, qui allait bientôt s'enfoncer dans une nouvelle crise mortelle. Car toute une partie des possédants commença, le danger révolutionnaire s'éloignant, à vouloir se débarrasser de cette politique de réforme. Dès 1920 fut créée la Heimwehr, c'est-à-dire la garde locale, une milice d'extrême droite qui ne cachait pas sa volonté de liquider ce qu'elle appelait les décombres révolutionnaires et de s'attaquer aux traditions militantes qui existaient dans le prolétariat. Face à cela, le Parti social-démocrate avait bien créé sa propre milice, le Republikanischer Schutzbund, la Ligue de protection de la République. Mais si elle regroupait des dizaines de milliers de membres dans tout le pays et n'était pas avare de parades démonstratives, son rôle était limité à la protection des manifestations du parti, pas du tout à préparer le prolétariat à se défendre, et encore moins à prendre l'offensive. En 1926, la social-démocratie autrichienne théorisa cela en mettant en avant ce qu'elle appelait la violence défensive. Il s'agissait de n'utiliser la force qu'au dernier moment, si c'était vraiment nécessaire, si on était vraiment attaqué, c'est-à-dire en fait quand l'adversaire avait déjà l'avantage. En juillet 1927, à l'occasion d'une manifestation spontanée qui protestait contre le non-lieu accordé à 2 fascistes qui avaient assassiné des manifestants ouvriers, la foule en colère attaqua le palais de justice de Vienne et y mit le feu. Le gouvernement fit alors tirer sur les manifestants, dont 89 tombèrent sous les balles de la police et 1600 autres furent blessés. Mais le Parti social-démocrate s'opposa avec énergie aux travailleurs qui demandaient des armes pour se défendre et le Schutzbund fut mobilisé dans le but de contrôler et de freiner la protestation des masses. La crise économique mondiale qui avait éclaté en octobre 1929 toucha l'Autriche de plein fouet à partir de 1931. Cela se traduisit par la faillite de la plus grande banque du pays, le Kreditanstalt, et l'effondrement de l'économie. Les classes laborieuses en furent les principales victimes, avec la hausse du chômage, les baisses de salaire, les licenciements de fonctionnaires, la réduction des allocations de chômage, l'augmentation des taxes. La situation politique changea rapidement avec une montée des forces de la réaction. Le mouvement ouvrier était visé.
Dans ce contexte, ce dont le prolétariat avait besoin, ce n'était pas des gestionnaires du HLM, aussi bien intentionnés soient-ils. C'était une direction de combat, déterminée à donner à la classe ouvrière toutes ses chances, à travers des affrontements politiques qui se profilaient inéluctablement. Mais la direction du Parti social-démocrate était tout, sauf cela, comme son attitude l'avait montré depuis des années. Une première tentative de coup d'État échoua en septembre 1931. Nommé chancelier en mai 1932, Dollfuss, le leader du Parti social chrétien, ne cachait pas ses sympathies pour Mussolini et son régime. Début mars 1933, il brisa une grève des cheminots en envoyant l'armée occuper les gares. Et quelques jours plus tard, profitant d'une crise parlementaire, il dissout le Parlement et s'octroya les pleins pouvoirs. Au cours des semaines et des mois qui suivirent, il établit la censure, supprima le droit de grève, interdit le Parti communiste et le Schutzbund et rétablit la peine de mort. La direction social-démocrate se contenta de remplacer le défilé du 1er mai interdit par une promenade pacifique et d'organiser une pétition réclamant la réinstallation du Parlement. Un an plus tard, l'offensive de la réaction entra dans sa phase finale. En janvier 1934, le quotidien du Parti social-démocrate fut interdit de vente publique et sa diffusion fut dès lors limitée aux abonnés. Le 10 février, Karl Seitz, président du parti, fut relevé de ses fonctions de maire de Vienne. Une fois encore, la direction du parti ne bougea pas, mais la réaction vint des responsables du Schutzbund de la ville de Linz, qui sentaient que l'affrontement était imminent. Le 11 février, ils annoncèrent que si l'on venait perquisitionner leurs locaux, ils se défendraient, les armes à la main. Le 12 au matin, une quarantaine de membres du Schutzbund s'opposèrent ainsi à la police venue investir le siège du Parti social-démocrate de Haute-Autriche. Puis c'est à reculons, avec une seule voix de majorité, que dans la matinée du 12 février, la direction nationale du parti lança enfin un appel à la grève générale et à la mobilisation du Schutzbund, comme le lui demandait un message envoyé par les insurgés de Linz. Parallèlement, elle tentait une ultime concertation avec le président chrétien social du Land de Vienne pour lui proposer d'entrer dans un gouvernement de coalition sous sa direction. Dans ce contexte, la classe ouvrière, à laquelle on avait tellement demandé d'attendre, n'entra dans la grève que partiellement et en ordre dispersé. De nombreux travailleurs, démoralisés par le fait que le parti se soit refusé à toute lutte contre les mesures anti-ouvrières prises depuis 1931, n'y croyaient plus. Il est aussi significatif que, alors que dans les HLM de Vienne-la-Rouge, tout avait été prévu jusqu'au dernier boulon, à l'heure de l'affrontement, la direction du parti contribua à désorganiser l'action engagée. Certains responsables, qui seuls savaient où elles étaient cachées, se refusèrent même à distribuer les armes aux combattants. Ailleurs, les bataillons du Schutzbund qui se mobilisèrent furent laissés à eux-mêmes, cantonnés dans leur quartier, attendre l'offensive des forces gouvernementales. Cela laissa à l'adversaire le temps de prendre position dans la plupart des points stratégiques et de les rendre imprenables. Pourtant, un rapport gouvernemental admit plus tard que, je cite, « les premières heures de l'après-midi jusqu'à environ 14h30 avaient représenté une certaine période de faiblesse. Si, comme c'était prévu, le Schutzbund avait à ce moment-là occupé les ponts, les gares, les postes de police, les centres de communication, le rapport de force militaire n'aurait pas été aussi défavorable, et l'issue aurait pu être différente. » Dollfuss dut tout de même faire appel à l'armée pour venir à bout des quartiers ouvriers. Les militants et les travailleurs qu'ils avaient entraînés se défendirent avec courage, immeuble par immeuble, au point que le gouvernement décida d'avoir recours à l'artillerie. Des combats violents se déroulèrent aussi à Graz, à Steyr et dans de nombreuses villes industrielles. L'armée, appuyée par la Heimwehr, mit 4 jours à venir à bout de l'insurrection. Le nombre des morts du côté des combattants ouvriers s'éleva à plusieurs centaines. Le Parti social-démocrate fut dissous à son tour et ses militants pourchassés. Nombre d'entre eux furent traînés en cour martiale, 9 furent condamnés à mort et exécutés. La voie était ouverte à une évolution encore plus dictatoriale du régime. Dollfuss lui-même fut assassiné quelques mois plus tard par un militant nazi et, en 1938, l'Autriche fut intégrée dans l'Allemagne hitlérienne. La défaite tragique de 1934 s'inscrivait dans la suite des reculades et des trahisons de la social-démocratie autrichienne,
malgré une utilisation abondante, sous l'étiquette d'austromarxisme, de phrases révolutionnaires. Trotsky, qui avait vécu en Autriche entre 1907 et 1914 et avait eu l'occasion de le connaître de l'intérieur, avait, en 1921, porté un jugement ferme sur le parti autrichien en écrivant que l'austromarxisme est une théorie érudite et maniérée de la passivité et de la capitulation. C'était un jugement qui se révéla malheureusement prémonitoire. En 1930, le Parti social-démocrate représentait encore 41% de l'électorat et revendiquait 600 000 membres, pour un pays de seulement 6,7 millions d'habitants, ce qui était considérable. Mais le 15 mars 1933, lorsqu'après avoir brisé une grève des cheminots, Dollfuss suspendit le Parlement, il resta sans réaction. Otto Bauer fit plus tard en exil cet aveu. Nous aurions pu riposter le 15 mars en appelant à une grève générale. Jamais les conditions de succès n'avaient été meilleures. Les masses des travailleurs attendaient notre signal. Mais nous avons reculé, en plein désarroi, devant le combat. La guerre a éclaté néanmoins 11 mois plus tard, mais dans des conditions plus défavorables pour nous. On ne peut mieux exprimer combien la classe ouvrière et les combattants de février 1934 étaient loin d'avoir la direction qu'ils méritaient.